voit parfaitement votre écran. Super. Merci beaucoup à Langemire de l'invitation et de me faire confiance pour ce premier topo pour lequel j'ai aucun conflit d'intérêt. Alors initialement, on m'a demandé de parler de physiologie et de physiopathologie. Donc là, je vous donne ma petite fiche mémo que j'ai toujours dans ma blouse pour avoir en tête comment marchent les différents systèmes métaboliques et les voies de signalisation. Mais voilà, la physiologie, ça explique beaucoup de choses. Tout repose sur la physiologie, mais parfois c'est un peu compliqué à comprendre. Et on va essayer de simplifier tout ça ensemble. Donc si on représente le système cardiovasculaire, schématiquement, ça ressemble plutôt à ça, avec un réservoir veineux très important où il y a la majorité de la quantité de volémie de votre corps, environ 70%, et qui va propulser le flux sanguin via le retour veineux vers les cavités droites, avec montant en série, ça va aller vers les cavités gauches, et qui vont produire le débit cardiaque. Et dans le choc septique, déjà, si on regarde au niveau macrocirculatoire, quelles sont les atteintes possibles qui peuvent mener à la défaillance hémodynamique? Elles sont plusieurs. En premier lieu, on a la vasodilatation, hein, celle qu'on observe en premier, la vasodilatation artérielle, mais pas que. Il y a une vasodilatation veineuse très importante et comme vous voyez, comme c'est là où repose l'importante partie de la volémie, ça va également mener à la diminution de la précharge cardiaque. Et ça, c'est une première chose à avoir bien en tête, c'est que l'hypovolémie qu'on observe chez les patients en état de choc septique, elle est plus relative qu'absolue et secondaire à cette vasodilatation veineuse. Et puis en plus de ça, hein, dans un tiers, à la moitié des cas, peut se rajouter une myocardiopathie septique qui va amener à une diminution de la contractilité de la fonction cardiaque. Et tous ces éléments-là vont mener à une diminution du débit cardiaque. Alors fort heureusement, hein, au début, dans notre système, l'homéostasie est assurée par plusieurs systèmes neuro-humoraux qui vont permettre de maintenir ces paramètres macrocirculatoires et qui vont être régis par plusieurs organes, l'axe hypothalamo-hypophysaire, le système rénine-angiotensin au niveau du rein, au niveau du poumon, pardon, et rénine, aldostérone au niveau du rein et l'angiotensine qui est transformée en angiotensine 1 à 2 au niveau du poumon. Concernant le premier système de défense, il y a le système sympathique qui est très puissant et qui va agir sur à peu près l'ensemble de ces différents mécanismes, que ce soit sur la vasodilatation artérielle ou veineuse, mais également sur la contractilité cardiaque et in fine sur le débit cardiaque. Et ça déjà, c'est une première chose extrêmement importante, hein, c'est que le système sympathique, son rôle, c'est de maintenir au maximum la pression artérielle moyenne. L'homéostasie du corps humain, il y a quelques paramètres vitaux que le corps cherche à maintenir à tout prix. C'est le pH, la glycémie et puis la pression artérielle moyenne via ce système sympathique. Alors ce système sympathique, il marche principalement via les catécholamines et la stimulation, et notamment via les glandes surrénales, vont stimuler la production d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, et qui, via différents récepteurs alpha et bêta, vont avoir différents effets. Les effets alpha, et notamment alpha adrénergique, hein, en premier lieu, vont avoir un effet vasoconstricteur très important, et puis ils vont avoir également un petit effet inotrope. Et puis les récepteurs bêta, notamment bêta 1, eux, ils vont plutôt avoir une activité cardiaque, chronotrope et surtout inotrope positive. D'autres systèmes de défense neuro-humoraux pour s'adapter à différentes ingrédients. Il y a le système rénine-angiotensine et puis le système arginine-vasopressine. Et la particularité du choc septique, c'est ces différents systèmes qui sont altérés et se surajoutent en plus très probablement une insuffisance surrénalienne relative. Et là, déjà, on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'on a possiblement des médicaments qui peuvent agir sur des différentes composantes et sur ces différents systèmes. Alors, il y a d'autres atteintes spécifiques du choc septique, et ça, c'est au niveau de la microcirculation, où habituellement,
Lorsque le transport en oxygène est diminué, il y a cette capacité à pouvoir recruter des capillaires sanguins afin d'augmenter l'extraction. Et elle se passe comment, hein, ce recrutement de capillaires? C'est pas la vasoconstriction périphérique qui va redistribuer le sang et qui va recruter ces capillaires, mais c'est bien par des signaux, soit émis par la cellule en elle-même via les prostaglandines, ou alors même via les capillaires en eux-mêmes, en fonction des forces de cisaillement qu'ils peuvent avoir. Et ces différents mécanismes également qui permettent de diminuer, pardon, la distance d'échange entre les cellules et les capillaires et d'augmenter la surface d'échange. Ça permet d'augmenter l'extraction en oxygène. Et donc ces différents mécanismes d'adaptation microcirculatoire sont dans le cadre du choc septique altéré. Et malheureusement, on n'a pas, pour l'instant en tout cas, de thérapeutique réellement ciblée sur cette dysfonction au niveau microcirculatoire. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est les travaux princeps de Daniel De Backer, où sur la droite, qui représente la microcirculation au niveau sublingual, vous voyez que la densité capillaire n'est pas du tout la même et que les capillaires sont également très fin, et vous imaginez bien que ça circule bien moins bien que chez le patient, le volontaire sain sur la gauche. Et puis en plus de ça, peut se rajouter une atteinte mitochondriale, hein, elle qui utilise normalement le glucose, le pyruvate via la NADH et la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est ce qui permet de produire au maximum de l'ATP, mais cette chaîne respiratoire, dans le cadre spécifiquement du sepsis, ne marche pas bien ou moins bien, et c'est ce qu'on appelle la dysfonction mitochondriale. Et encore une fois, là, on n'a pas de thérapeutique. Alors, ce qui nous reste, hein, c'est ces atteintes macrocirculatoires, hein, comme on vient de revoir rapidement. Et des choses intéressantes, c'est que, bah, oui, il serait bien pieux de croire que le remplissage vasculaire puisse agir sur toutes ces différentes composantes, mais elle, la noradrénaline, peut avoir des actions sur ces différents paramètres. Alors la noradrénaline, on la met surtout chez les patients qui sont hypotendus. On les voit à l'écran, ils ont une pression artérielle moyenne qui est diminuée, et ça, c'est lié cette action, elle est médiée via les récepteurs, comme je l'ai dit, surtout alpha-1, qui sont une activité vasoconstrictrice. Mais il y a également d'autres activités, notamment par les récepteurs bêta et bêta-1, qui vont jouer sur la contractilité avec cette activité inotrope positive. Et tous ces différents éléments peuvent amener à une amélioration du débit cardiaque chez nos patients. Donc, comme on a dit, hein, on introduit d'abord la noradrénaline parce que les patients sont hypotendus, et la première chose importante à avoir en tête, c'est que bah, ça agit vite, rapidement chez les patients, et que c'est probablement le meilleur moyen pour augmenter la pression artérielle moyenne chez nos patients qui sont les plus hypotendus et donc les plus exposés à cette hypoxie tissulaire. Là, c'est une étude animale, hein, qui avait été faite par le groupe d'Ospina Tascon, et qui montrait que pour un objectif de PAM à 75, lorsqu'on mettait de la noradré d'emblée, on arrivait à cet objectif en 7-8 minutes, alors que si on faisait d'abord une ressuscitation avec des fluides seulement, bah, ça prenait quasiment 1 heure. Et donc, bien avoir en tête que si on veut obtenir une pression de perfusion via une pression artérielle moyenne satisfaisante rapidement, la noradrénaline reste le meilleur moyen. Donc ça augmente la pression artérielle moyenne chez tous les patients, mais également on a observé, et ça c'est un travail qui a été fait par l'équipe, par Xavier Monet et Jean-Louis Teboul, était observé chez les patients chez qui on introduisait de la noradrénaline, ou on augmentait la posologie noradrénaline. On observait une augmentation des marqueurs de précharge, soit en pression avec la PVC ou en volume avec la surface télédiastolique du VG. Avec la question, bah, comment ça augmente cette précharge cardiaque, et on a continué dans ce filon de recherche physiologique en essayant de déterminer comment la noradrénaline agissait sur le retour veineux et ses différents déterminants, et notamment la pression systémique moyenne, hein, qui, je vous le rappelle, c'est la pression d'amont du retour veineux et qui se trouve juste après les capillaires au niveau des vénules.
Et l'hypothèse, hein, c'est que, bah, la noradrénaline, ça avait plus qu'un effet artériel, ça avait également un effet, veineux loin d'être négligeable et qui avait cette capacité, de diminuer, la capacitance, veineuse et par ce biais, ça pouvait également augmenter le gradient du retour veineux et de ce fait augmenter le débit cardiaque et c'est ce qui avait été réalisé, hein, dans cette étude, à laquelle le professeur Josiak ici même a participé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, où on essayait de voir les effets de la noradré sur ce retour veineux, la pression systémique moyenne et différents autres déterminants. Il était observé que oui, ça avait un réel effet sur la pression systémique moyenne. Ça a donc un effet sur le réservoir veineux et loin d'être négligeable puisque c'est des augmentations de pression systémique moyenne qui sont de l'ordre de ceux induits par un remplissage vasculaire. Et que oui, ça augmente également un petit peu les résistances au retour veineux, mais de moindre envergure et de fait, ça pouvait amener à l'augmentation du débit cardiaque. Mais en plus de ça, en plus de l'effet sur ce retour veineux, la question c'est est-ce que ça pouvait également potentialiser le retour veineux? Puisque si on donne la même quantité de fluide dans un réservoir plus petit, est-ce que au lieu de 1 + 1 = 2, ça ferait 1 + 1 = 3? Et c'est l'hypothèse qu'on a testée dans cette étude où à 2 niveaux de noradré, différents ont, exercé un lever de jambe passif qui correspond à peu près à un auto-remplissage de 300 ml et voir si l'augmentation de pression systémique, induite, par ce lever de jambe passif était équivalent, aux, 2, niveaux de noradré, différentes. Et ce qu'on observait, hein, c'est que l'augmentation de pression systémique moyenne, donc l'effet volume-like, induit par le lever de jambe passif était plus important lorsqu'on était à des doses plus importantes de noradrénaline que lorsqu'on était à plus basse posologie de noradrénaline. Et ça, c'est en faveur d'un effet synergique plus qu'additif entre la noradré et le remplissage vasculaire, ce qui peut le rendre d'autant plus intéressant dans notre prise en charge de nos patients dans l'optique de faire une de remplissage vasculaire. Et puis je vous ai dit, hein, la noradré, ça a également un effet sur les récepteurs bêta 1 et ça a un effet inotrope positif. Dans cette étude, encore une fois, le professeur Josiak a participé. Ils ont observé des patients à la phase très précoce du choc septique et chez qui il y avait une altération initiale de l'AFE-VG, un reflet de la fonction systolique du VG. Et après introduction de la noradrénaline, on voyait que nombre de ces patients amélioraient leur fonction cardiaque. Alors plusieurs hypothèses, hein, qui peuvent expliquer ça, c'est la stimulation bêta-adrénergique, comme je vous ai dit, et puis 2, probablement via également une amélioration de la pression artérielle moyenne qui va induire également une amélioration de la perfusion coronarienne à un moment où le cœur est en besoin d'oxygène important. Donc la noradrénaline, elle semble avoir tout du super médicament et du super héros puisqu'elle agit sur tous les éléments macrocirculatoires en tout cas. Mais chez tous les héros, il y a une part d'ombre également et il y a un mais quand même, et il faut avoir ces choses-là en tête. C'est que ces médicaments qui sont dérivés des catécholamines ne sont pas dénués non plus d'effets secondaires et c'est probablement pourvoyeur d'arythmie. Là, c'est cette célèbre étude qui avait comparé la dopamine et la norépinéphrine dans la prise en charge du choc septique et on voit que dans 10 à 15% des cas, les patients ayant de la noradrénaline avaient de l'arythmie et principalement de la fibrillation auriculaire et probablement médiée par cette stimulation bêta 1 adrénergique. Et puis, on l'a tous vu, hein, des fortes posologies également, une vasoconstriction très importante. Ça peut induire des ischémies digitales, des ischémies périphériques, voire même des ischémies mésentériques, bien que ces événements soient rares et possiblement en plus favorisés par l'hypovolémie chez ces patients. Et puis les effets sur la microcirculation, ils sont également aléatoires. Si on pense que le CRT est un reflet de la microcirculation, dans cette étude qu'on avait fait dans le service, on voit que chez les 2 figures B et C de droite, chez les patients qui ont un CRT qui est de base altéré,
on augmente la noradrénaline, ce qui a pour effet d'augmenter la pression artérielle moyenne. Et cependant, le CRT, lui, ne s'améliore pas chez la majorité des patients. Et puis si on regarde même vraiment la microcirculation, comme dans cette étude d'Arnold Dubin, où ils ont fait des paliers de pression artérielle 65, 75, 85, et ils ont regardé à partir de la microcirculation sublinguale avec la caméra les capillaires perfusés. Et comme vous pouvez l'observer, c'est que oui, chez certains patients, en augmentant ces objectifs de pression artérielle moyenne, on arrive à améliorer ce pourcentage de capillaires perfusés. Mais il y a aussi certains patients, et ce n'est pas un nombre rare, chez qui cette densité de capillaires, elle va diminuer avec l'augmentation de la noradré, l'augmentation des objectifs de pression artérielle. Et si on regardait un peu plus finement, oui, chez les patients pour qui il y avait initialement peu de capillaires perfusés, donc peut-être les patients les plus graves, hein, ceci dit, l'adjonction de noradrénaline, ça permet effectivement d'améliorer cette densité de capillaires perfusés. Mais attention, dans l'autre sens, chez des patients pour qui on avait une perfusion de base normale ou quasi normale, on pouvait observer une diminution même de cette densité capillaire. Donc on pourrait avoir des effets négatifs de la noradrénaline si elle n'est pas donnée au bon patient, en tout cas du point de vue de la microcirculation. Alors ça pourrait être dû à quoi, hein, sur ce schéma? Il y a deux choses qui pourraient expliquer ces effets aléatoires et qui sont difficilement, voire pas prévisibles chez les patients. Le premier, c'est sur le côté artériolaire où ça vasoconstricterait tellement qu'on diminuerait la perfusion d'amont et ça diminuerait donc le flux capillaire. La deuxième raison, c'est que par cet effet de recrutement, hein, veineux et cette diminution de la capacitance veineuse, ça va augmenter la pression systémique moyenne, mais oui, ça peut éventuellement augmenter le retour veineux, mais ça peut également favoriser la congestion veineuse et donc la congestion capillaire, encore une fois en diminuant le flux capillaire. Donc attention. Et puis un effet qui est moins connu, c'est le probable effet immunomodulateur de la noradrénaline. Puisque oui, on a tous en tête les effets vasoconstricteurs via alpha-1, via bêta-2, mais ces récepteurs, ils sont aussi à la surface de certaines cellules et ça va stimuler la production de NF-κB et qui va par ailleurs avoir une action sur les différentes cytokines. Et en tout cas, ça va avoir des effets sur le système immunitaire avec deux choses principales, c'est que ça va favoriser l'immunoparalysie, hein, la défaillance du système immunitaire, mais également, indirectement, ça va également favoriser la croissance bactérienne et tous ces éléments peuvent altérer, en tout cas rendre un peu moins bon le pronostic de votre patient et l'exposer notamment à des infections nosocomiales secondaires. Et autre chose intéressante, hein, c'est que plus on a de catécholamine, plus on a un risque de décéder. Cette première étude, ils ont regardé la mortalité à J30 de patients avec un choc septique et ils ont essayé de l'associer à la dose de noradré reçue dans les 6 premières heures. C'est une étude observationnelle, 33 centres, plus de 600 patients. Et on observe que, oui, sur la droite, hein, plus on a de catécholamine, 5, 15, 25, 35 gamma par minute, et plus élevée est votre mortalité. Puis de manière intéressante, on voit également qu'il y a quand même un rapport avec la quantité de fluide reçu sur les 6 premières heures et que si on ne reçoit pas de fluide non plus, le pronostic il est probablement moins bon et ça c'est probablement corrélé, associé à ce problème de flux et de perfusion capillaire. Oui, on augmente la pression artérielle moyenne, mais s'il n'y a pas de flux possible, ça mène tout de même à l'hypoxie tissulaire. Et puis dans cette autre étude qui a regardé la mortalité cette fois plus précoce encore à J3 et la noradré reçue dans les 3 premiers jours. Dans les barres en noir, c'est les patients qui sont décédés d'un choc septique. Eh bien, on voit que ces patients, ils ont reçu plus de catécholamine que les patients en blanc qui
qui sont vivants à J3 ou alors les patients même qui sont décédés à J3 en gris clair, mais qui sont décédés d'une cause autre que le choc septique en lui-même. Donc on a vraiment cette impression que plus on a de catécholamine et plus on est à risque de décéder. Alors est-ce que c'est un lien de causalité? Difficile à prouver, mais en tout cas il y a une association. Ou est-ce que ça représente seulement la gravité et que les patients sont plus graves? Que c'est une grosse question. Et donc, pour finir, la noradrénaline, hein, elle a plusieurs effets, il faut bien avoir en tête. Oui, elle a des effets bénéfiques, mais elle a aussi son pendant. Il peut avoir des effets délétères et les effets in fine sur la microcirculation, eux, peuvent être aussi positifs que négatifs. Donc, il faut être précautionneux sur son utilisation. En tout cas, il faut probablement regarder et réévaluer nos patients lorsque on fait des gros changements ou lorsque on introduit ces médicaments. Et donc tout ça, ça mène à l'idée de l'épargne catécholaminergique et que dans la gestion de nos patients avec un choc septique, la noradré seule, même si c'est très fort, c'est peut-être pas suffisant et qu'il faut compter sur d'autres partenaires pour pouvoir prendre en charge en tout cas les patients les plus sévères. Merci. Merci beaucoup, Christopher. Désolé pour le petit couac informatique au début. Je me présente Alexandre, je suis secrétaire général de l'Angemire. Et ben, c'est un super topo au sujet d'actualité, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de changements, d'émergence, de choses qui arrivent sur la thématique des vasopresseurs dans le choc septique. Et du coup, je remercie Christopher d'avoir posé les bases et notamment discuté de super-héros, comme tu dis, la noradrénaline, et notamment sa part d'ombre, et la super introduction que tu fais à tes deux prochains orateurs sur la vasopressine et puis l'angiotensine 2, des questions d'actualité. Alors tout ça, c'est un continuum, et je vous propose de passer tout de suite à la présentation suivante par le professeur Mathieu Josviac, qui vient du CHU de Nice et qui, du coup, va nous parler des stratégies actuelles et un peu de la vasopressine. Et puis enfin, on aura le docteur Bruno Garcia du CHU de Lille qui nous parlera des vasopresseurs de demain, dont l'angiotensine. Et puis enfin, on fera une table ronde à la fin. Vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les inscrire sur le chat d'ores et déjà. Et puis on les questionnera, on les transmettra à l'oral. Voilà. Et ben, je vous laisse la parole, professeur Josviac. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour cette introduction, Pierre-Alexandre. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que, avant qu'on commence, vous voyez l'écran et vous m'entendez correctement? Oui, on vous Oui, très entend bien. parfaitement. Ok. Eh ben donc, bonsoir. Donc, moi, je vais prendre la suite du docteur Lay qui vous a parlé de la noradrénaline. Et puis, vous voyez, pourtant, j'ai un titre qui s'appelle les vasopresseurs d'aujourd'hui. Donc, on va forcément un petit peu aussi parler de noradrénaline. Avant de débuter, vous avez ici mes liens d'intérêt, qu'ils soient industriels ou académiques. Alors, le premier message, évidemment, c'est que le vasopresseur de première intention chez les patients avec un choc septique, c'est la noradrénaline. C'est tout à fait clair pour tout le monde. C'est bien recommandé, notamment par la Swimming Sepsis Campaign, qui vous dit, ben oui, on utilise la noradrénaline en première intention comme vasopresseur pour avoir une pression artérielle moyenne au-dessus de 65 mm de mercure. Pourquoi? Bah, parce que ça vous a été très clairement expliqué par le docteur Lay dans la première présentation, parce que la noradrénaline, ce n'est pas seulement un vasopresseur, c'est un inopresseur. Ça veut dire que ça s'associe à la fois une activité vasopressive et une activité inotrope, et donc qui permet d'avoir de multiples effets physiologiques très intéressants pour les patients en choc septique. Le deuxième message, c'est finalement, oui, la noradrénaline en première intention, mais quand? Quand est-ce qu'il faut la débuter chez les patients en choc septique? Et il y a un certain nombre d'éléments dans la littérature qui pourraient être en faveur d'une administration plutôt précoce de la noradrénaline chez ces patients. Alors, quels sont ces arguments?
Premier argument, c'est que la durée et la sévérité de l'hypotension artérielle sont associées à une augmentation de mortalité. Ça a été très bien montré dans cette étude d'Ashish Khanna, qui est une étude rétrospective de très, très, très grande envergure. Vous voyez, 77 000 patients septiques inclus dans cette étude et qui a concerné plus de 364 réanimations. Le critère de jugement principal, c'est la mortalité en réanimation. Et vous avez sur ce graphique la courbe rouge sur chacun des panels qui représente la mortalité théorique des patients. Et ces graphiques représentent le temps passé sous un certain seuil de pression artérielle, et ce pour chacune des composantes de la pression artérielle. Le premier message, c'est que, quelle que soit la composante de la pression artérielle, lorsqu'on passe un certain temps sous un certain seuil, et plus le temps sera long, plus la mortalité sera importante. Et d'ailleurs, vous voyez que pour la pression artérielle moyenne, on parle de 65 mm de mercure dans les recommandations comme cible de prime abord. Eh bien, il retrouve que le seuil, c'est 69 mm de mercure dans cette étude. Et le deuxième message, ça concerne la pression artérielle diastolique, qui, vous le savez, est un reflet du tonus vasculaire. Et donc, il a été dit, et on peut retrouver dans la littérature d'anciens chiffres, disant que si on a une pression artérielle diastolique qui est inférieure à 40 mm de mercure, il faut d'emblée débuter les vasopresseurs. Et vous voyez qu'il retrouve dans cette étude un seuil encore plus haut, 60 mm de mercure. Et quand on regarde finalement le risque de décès lié au seuil de pression artérielle diastolique, ben vous voyez que notre ratio de presque 4 lorsque l'on considère un seuil de pression artérielle diastolique inférieur à 60 mm de mercure, et lorsque l'on considère pour débuter la noradrénaline un seuil de diastolique inférieur à 40 mm de mercure, qui est ce seuil que l'on peut retrouver dans certains anciens papiers ou anciennes recommandations, ben vous voyez l'odds ratio de la mortalité est augmenté jusqu'à près de 11. Les deuxièmes arguments en littérature, bah oui, la noradrénaline, c'est un inopresseur, ça a beaucoup d'effets physiologiques intéressants. Ça augmente le débit cardiaque, que ce soit par l'augmentation de la précharge, que ce soit par son effet contractile direct. Et puis, ça permet d'avoir des effets, certes aléatoires, mais des effets potentiellement bénéfiques sur la microcirculation et sur l'oxygénation tissulaire. Ça a été bien expliqué par Christopher, et donc on ne va pas revenir dessus. Le troisième argument, c'est que la noradrénaline, ça peut prévenir la surcharge liquidienne délétère, dont Christopher vous a également parlé. Donc là, je vous montre une étude, il y en a plein dans la littérature. Alors, c'est une étude qui est rétrospective, 186 patients qui étaient matchés sur les caractéristiques. Et puis, les auteurs avaient considéré que l'administration précoce de noradrénaline, c'était dans l'heure qui suivait le remplissage vasculaire, donc c'est-à-dire quasiment simultanément avec le remplissage vasculaire, alors que l'administration tardive était caractérisée par une administration qui se faisait plus d'une heure après le début du remplissage vasculaire. Et les auteurs ont montré que ce soit en volume total ou en volume en millilitres par kilogramme, eh bien, le groupe de patients chez qui la noradrénaline était administrée précocement recevait moins de fluide et donc avait moins de surcharge liquidienne. Et le dernier argument, c'est que la noradrénaline pourrait améliorer le pronostic des patients. Et si on reprend l'étude rétrospective dont on vient de discuter, eh ben on voit que les patients du groupe noradrénaline administrée précocement ont une moindre mortalité que les patients chez qui la noradrénaline était administrée plus tardivement. Alors je dis pourrait parce que ça, c'est une étude rétrospective. Et quand on s'intéresse aux études prospectives, voire aux études randomisées dans la littérature, eh bien, on va se rendre compte que cet effet-là est peut-être un peu moins prégnant et évident. Le premier essai randomisé, c'est l'étude Sancerre, qui est une étude monocentrique qui a été faite par des Thaïlandais, 310 patients en choc septique. Et les deux groupes, c'était groupe précoce dans lequel on associait directement de la noradrénaline avec le remplissage vasculaire versus les patients recevaient du remplissage vasculaire plus un placebo pendant les 24 premières heures de prise en charge. Il n'y avait pas de restriction sur les volumes de remplissage vasculaire. Et le critère de jugement principal, c'était la proportion de patients chez qui le choc était contrôlé. Ça veut dire on rentrait dans nos objectifs de pression artérielle moyenne, de diurèse, et on observait une diminution de la lactatémie. Et effectivement, l'administration précoce de noradrénaline, en plus du remplissage, permettait d'augmenter la proportion de patients chez qui le choc était contrôlé. Et pourtant, quand on s'intéresse à la mortalité, pas de différence entre les deux groupes. Alors, une des explications potentielles pour expliquer cette absence d'effet sur la mortalité, c'est que peut-être c'est lié au fait que les auteurs avaient protocolisé l'administration d'une dose fixe de noradrénaline, donc la même dose de noradrénaline chez tous les patients qui étaient randomisés dans le groupe expansion volémique plus vasopresseur.
Et puis, très récemment, il y a une deuxième étude, plus de 1500 patients avec un choc septique, qui est une étude américaine, qui s'est intéressée également à l'effet de deux stratégies, une stratégie restrictive dans laquelle les patients recevaient moins de remplissage vasculaire et la noradrénaline était privilégiée, versus une stratégie libérale. Dans ce groupe-là, les patients recevaient beaucoup de remplissage vasculaire et la noradrénaline était considérée que plus tardivement. C'est l'essai Clovers, le critère de jugement principal, c'est la mortalité à J90. Et effectivement, quand on compare les deux groupes, oui, il y avait plus de patients dans le groupe restrictif qui recevaient de la noradrénaline que dans le groupe libéral. Et effectivement, ces patients recevaient de la noradrénaline plus précocement que dans le groupe libéral, près de 2 heures plus précocement. Et pourtant, à nouveau, quand on va regarder tous les critères de jugement, aucune différence entre les deux groupes, notamment aucune différence de mortalité. Puis vous voyez, quel que soit le critère de jugement secondaire, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en termes de jours sans vasopresseur, de jours sans respirateur, de jours sans recours à l'épuration extra-rénale. Alors de nouveau, ces résultats sont un peu décevants. Et puis finalement, quand on se penche un peu plus dans la méthodologie de cet essai, d'abord on se rend compte que 20% des patients reçoivent de la noradrénaline avant leur inclusion dans un des deux bras. Donc ça va diminuer le potentiel effet de la noradrénaline entre les deux groupes. Et puis surtout, les patients avaient déjà reçu près de 3 litres de remplissage dans chacun des deux groupes avant d'être randomisés. Donc finalement, ces patients-là, on n'est pas sur de la réanimation initiale, on est déjà dans une phase presque d'optimisation et ça peut également concourir au fait qu'on ne voit pas de différence en termes de pronostic entre les deux groupes de patients. Et donc, quand on essaye au final de réunir toutes ces données, ben, on s'intéresse aux méta-analyses. Je vous montre là les résultats de la toute dernière méta-analyse sur le sujet. Hein, quand on compare les noradrénaline précoces versus tardives, aussi bien dans les essais randomisés que dans les études observationnelles, vous avez les essais randomisés qui sont en haut. Là, c'est la mortalité et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité, que ce soit dans les essais randomisés, dans les études observationnelles, entre les deux stratégies d'administration de la noradrénaline. Pourtant, lorsqu'on fait une analyse supplémentaire sur la mortalité, ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus qu'aux essais randomisés qui n'avaient pas de restriction en termes de remplissage vasculaire, c'est-à-dire que la politique était libre sur le remplissage vasculaire, seulement le délai d'administration de la noradrénaline variait. Eh bien là, vous voyez qu'il y avait un signal en faveur d'une moindre mortalité en cas d'administration précoce de la noradrénaline. Pour tout ce qui est des autres critères de jugement, alors oui, dans cette méta-analyse, l'administration précoce de noradrénaline est associée à un plus grand nombre de jours sans recours au vasopresseur, à une moindre incidence d'œdème pulmonaire. Par contre, et j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus dans le chat, il n'y avait absolument pas de différence en termes d'arythmie en fonction du délai d'administration de la noradrénaline. Alors, quid des autres vasopresseurs? Et Christopher vous l'a dit, hein, ça va être la vasopressine et puis après avec Bruno, l'angiotensine 2. Ben, le troisième message, c'est que ces vasopresseurs, ces autres vasopresseurs, il ne faut les considérer qu'en cas de choc septique réfractaire. Et donc, la première question, c'est comment définir un choc septique réfractaire? Ce n'est pas évident. Là, je vous propose une définition faite par des experts de manière assez récente qui disent qu'un choc septique réfractaire, c'est le fait que l'augmentation des doses de vasopresseurs ne permette pas de restaurer une perfusion tissulaire adéquate. Alors, de manière un peu plus pragmatique, lorsqu'on est au lit du patient, ça veut dire que ce sont des patients chez qui persiste une hypotension artérielle et une hypoperfusion tissulaire, alors même qu'ils n'ont pas d'hypovolémie et qu'ils reçoivent déjà de la noradrénaline. Et le seuil de noradrénaline pour qualifier un patient de choc septique réfractaire, c'est 0,25 microgrammes par kilogramme par minute. C'est très bas, c'est 1 mg/h, par exemple, pour un patient de 70 kg. Et ce seuil est évidemment débattu et il faut faire très attention lorsqu'on parle de seuil de noradrénaline, parce qu'on utilise tous le même vasopresseur en première intention qu'est la noradrénaline, mais on n'utilise pas la même forme de noradrénaline. Il y en a, par exemple, aux États-Unis qui vont utiliser la noradrénaline base, et puis nous, ce qu'on utilise en France, c'est la noradrénaline tartrate. C'est simplement la façon dont la noradrénaline est conservée dans les ampoules avec les sels qui y sont associés. Et en réalité, entre la noradrénaline base utilisée aux États-Unis et la noradrénaline tartrate que nous on utilise en France, il y a un facteur 2 dans la posologie, ce qui veut dire que 0,25 microgrammes par kilogramme par minute
pour définir un choc septique réfractaire, c'est en noradrénaline base et ça correspondrait à 0,5 microgrammes par kilo par minute pour les patients dans nos unités de réanimation. Et donc d'ailleurs, pour que maintenant on puisse parler tous de la même chose, qu'on puisse définir les patients tous de la même façon, et surtout que quand on fait des études, qu'on puisse comparer des choses qui sont comparables, parce que si vous vous intéressez aux études, vous verrez qu'il n'est quasiment jamais rapporté de quelle noradrénaline on parle, est-ce que c'est la noradrénaline base ou de la noradrénaline tartrate. Il y a maintenant un papier, hein, un position paper qui dit, eh bien, il faut désormais que tout le monde prescrive de la même façon, tout le monde prescrive en noradrénaline base. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la noradrénaline base hein, qui a la propriété pharmacologique. Le reste, ce ne sont qu'une histoire de sels qui sont associés à la noradrénaline. Et ça permettra comme ça que tous les patients ont prescrit de la même façon, qu'on puisse comparer les doses de noradrénaline reçues et que quand on fait des études, on parle de la même chose. Alors pourquoi il faut s'intéresser à des nouveaux vasopresseurs? Eh bien, Christopher l'a un petit peu expliqué tout à l'heure. D'abord parce que la noradrénaline, elle est directement associée au pronostic, plus exactement la dose de noradrénaline reçue. Plus les patients reçoivent de fortes doses de noradrénaline, moins bon est leur pronostic. Et évidemment, il y a un lien direct. Plus la dose de noradrénaline administrée est importante, plus la mortalité des patients est importante. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se met on analyse ce rapport entre le pronostic et la dose de noradrénaline. Le graphique de gauche, les patients, les auteurs regardent le pronostic des patients à niveau de pression artérielle moyenne équivalente et sur le graphique de droite, c'est à niveau de sévérité avec le SOFA score équivalent. Eh bien, dans les deux cas, vous pouvez voir qu'à niveau de pression artérielle équivalent à SOFA équivalent, plus la dose de noradrénaline est reçue est importante, moins bon est le pronostic des patients. C'est ce qu'on appelle le stress catécholaminergique et finalement, ce moins bon pronostic pourrait être lié aux potentiels effets secondaires délétères de la noradrénaline. Alors, il y a les effets cardiaques, il y a l'arythmie par fibrillation auriculaire, et puis il y a également, d'un point de vue histologique, de l'inflammation myocardique, voire même de la nécrose myocardique qui peut être associée aux fortes doses de noradrénaline. Et le deuxième grand type d'effets secondaires, ce sont les effets immunologiques. Il y a un overlap entre le NF-κB et les voies adrénergiques intracellulaires. Et dès lors, la noradrénaline pourrait participer à l'immunoparalysie induite par le sepsis et donc à toutes les infections secondaires et au moins bon pronostic des patients en choc septique. Et donc la question, c'est comment faire pour prendre en charge un patient qui présente un choc septique réfractaire? La première étape, c'est qu'il faut éliminer les diagnostics différentiels. Rappelez-vous, dans la définition, il ne faut pas qu'il y ait d'hypovolémie, donc il faut tester la précharge dépendance des patients. Et puis, il faut éliminer le gradient intraventriculaire gauche qui peut gêner l'éjection et qui est lié aux fortes doses de vasopresseurs reçus par le patient. La deuxième étape, ça va être de prendre en charge les différents facteurs favorisants et essayer autant que faire se peut de les corriger, donc corriger la fièvre, baisser la sédation et corriger les différents troubles métaboliques, en premier lieu desquels l'acidémie. La troisième étape, ça va être d'évaluer la fonction ventriculaire gauche et se poser la question d'une seconde ligne de vasopresseur, d'une alternative à la noradrénaline. Ça ne doit apparaître que chez les patients qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche. Et dans ce cas-là, pour éviter tous ces effets potentiellement délétères de la noradrénaline, et puis pour lutter contre la désensibilisation et l'internalisation des récepteurs adrénergiques lors du sepsis, deux possibilités s'offrent à nous, la vasopressine ou l'angiotensine 2. Et donc, c'est ce concept de décatécholaminisation, de baisser le stress catécholaminergique chez les patients. Le quatrième message, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule deuxième ligne de vasopresseur qui est recommandée chez les patients en choc septique, c'est la vasopressine. Et la vasopressine, c'est une hormone qui est qui a une action pléiotrope. Ça veut dire que cette hormone qui est stockée, qui est synthétisée par l'hypothalamus, qui est stockée dans la post-hypophyse, va être larguée dans un certain nombre de cas dans la circulation systémique et va pouvoir avoir différents effets en fonction des récepteurs sur lesquels elle se fixe. Ça va jouer évidemment sur le système cardiovasculaire, ça peut jouer, vous voyez, sur l'agrégation plaquettaire et sur la fonction rénale. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les effets sur le système cardiovasculaire, sur son effet vasopresseur, après sa fixation sur les récepteurs V1A. Et au-delà de ça, il y a un certain rationnel à utiliser la vasopressine chez ces patients en choc septique parce qu'un certain nombre d'entre eux, jusqu'à un tiers d'entre eux, peuvent présenter un déficit en vasopressine. Alors, quels sont dans la littérature à l'heure actuelle les éléments en notre possession? Jusqu'à aujourd'hui, il y a deux grands essais randomisés multicentriques qui ont évalué l'effet de la vasopressine chez les patients en choc septique. Il y a l'étude VAST et l'étude VANISH.
qui sont des essais de grande envergure. L'étude VAST avait comme critère de jugement principal la mortalité à J28, alors que l'étude VANISH, elle, s'intéressait au pourcentage de patients sans insuffisance rénale aiguë à J28. Eh bien, dans les deux cas, le critère de jugement principal est négatif pour les études. Si on modère un petit peu ce propos-là, dans l'étude VAST, certes pas d'effet sur la mortalité, mais peut-être un signal chez les patients les moins sévères. Et puis dans l'étude VANISH, certes pas d'effet sur la proportion de patients sans insuffisance rénale aiguë à J28, mais peut-être un moindre recours, notamment à l'épuration extrarénale lorsqu'on administre de la vasopressine. Mais finalement, je pense que le résultat le plus intéressant de ces deux essais, ce n'est pas tant leur critère de jugement principal, c'est le fait que tant dans VAST que dans VANISH, les patients qui recevaient de la vasopressine en addition avec la noradrénaline recevaient in fine de moindres doses de noradrénaline, puisqu'on pouvait baisser la posologie et étaient sevrés plus rapidement en vasopresseur. Donc, il y avait une épargne catécholaminergique chez ces patients avec la vasopressine. Par contre, le prix à payer, c'est que c'est un vasopresseur puissant, donc tendance à plus d'ischémie digitale. À part ces deux essais randomisés, pas d'autres essais de grande ampleur sur la vasopressine à l'heure actuelle. Et puis, quand on poule toutes ces études et qu'on regarde les méta-analyses, même sur données individuelles, d'abord, on se rend compte que associer de la vasopressine à la noradrénaline, ça permet de diminuer l'incidence de la fibrillation atriale. Par contre, effectivement, le prix à payer, c'est plus d'ischémie digitale. Et quant à l'amélioration de la fonction rénale et plus exactement au recours à l'épuration extra-rénale, il semblerait effectivement qu'il puisse y avoir un petit effet bénéfique à l'administration de vasopressine. Alors en pratique, la vasopressine, comment ça s'utilise? C'est des posologies fixes, qui sont les posologies qu'on retrouve dans les grands essais, non titrées sur la réponse clinique. Les contre-indications relatives, ça va être tout ce qui est maladie vasculaire, coronaropathie, ischémie mésentérique et rénaux. Et puis la vraie question, c'est comment est-ce qu'on manage un patient qui est à la fois sous noradrénaline et à la fois sous vasopressine? Qu'est-ce qu'il faut arrêter en premier? Pas de réponse dans la littérature. Quand vous regardez, il y a une méta-analyse qui a repris 7 études rétrospectives et un essai randomisé de tout petit effectif. Eh bien, en termes d'hypotension artérielle, les 7 études rétrospectives vous disent qu'il vaut mieux arrêter la noradrénaline en premier, ça fera moins d'hypotension artérielle. Et puis, c'est les résultats inverses qui sont retrouvés par l'essai randomisé. Donc, on ne sait pas à l'heure actuelle. Tout ce qu'on sait, c'est que cette hypotension artérielle n'avait pas d'impact sur la mortalité. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vasopressine, c'est un vasopresseur pur, alors que la noradrénaline, c'est un inopresseur. Donc, si vous arrêtez la noradrénaline chez des patients, vous allez perdre cet effet inotrope et vous n'aurez plus qu'un effet vasopresseur avec le risque lié à l'augmentation de la post-charge ventriculaire gauche de pouvoir, en particulier chez les patients qui ont des cardiopathies sous-jacentes ou qui sont déjà sous assistance circulatoire, induire de véritables dysfonctions myocardiques. Alors, la vasopressine, c'est le chef de file. Et puis, il y a eu des agonistes synthétiques de la vasopressine qui sont encore plus sélectifs des récepteurs V1A. Célépressine, terlipressine. À l'heure actuelle, les essais qui ont évalué ces deux thérapeutiques ont été arrêtés pour futilité avec plus d'effets secondaires ischémiques. Donc, ils n'ont aucune place dans l'arsenal thérapeutique. Donc, si on revient à notre diagramme, comment est-ce qu'on fait face en absence de dysfonction ventriculaire gauche? On doit ajouter de la vasopressine. Et puis évidemment, s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, la question n'est plus aux vasopresseurs, mais aux inotropes, que ce soit ajouter de la dobutamine, switcher pour de l'adrénaline et voir chez les patients les plus sévères avoir recours à l'ECMO véno-artériel. La question qui reste en suspens, c'est dans quel délai il faut considérer l'ajout de vasopressine. Est-ce que finalement, il faut avoir une dose fixe et se dire que dès lors qu'on atteint une dose fixe de noradrénaline, on doit passer à un deuxième vasopresseur? Le risque, c'est que il y a peut-être des patients qui vont s'améliorer très rapidement et finalement, on risque de les surtraiter. Et puis, si on attend trop, peut-être qu'il y a des patients qui en auraient eu besoin et puis on va être un peu retardé dans la prise en charge de ces patients. N'empêche qu'on ne sait pas très bien quand il faut débuter, mais on sait quel est le prix à payer. C'est une vasoconstriction importante avec peut-être une atteinte, une augmentation de la post-charge du ventricule gauche. Ça peut altérer les circulations régionales. Ça peut avoir des effets sur la microcirculation qui sont mal caractérisés. Donc, quand est-ce que vraiment il faut débuter la vasopressine? Je pense que la première chose, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on veut la débuter. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'affranchir qu'il n'y a pas une hypovolémie persistante et qu'il n'y a pas une dysfonction myocardique. Si tel est le cas, rajouter un vasopresseur ne réglera pas, mais aggravera la situation. Et puis, à mon sens, il y a
un intérêt dans la littérature. À l'heure actuelle, il y a peu d'éléments, mais il y a un intérêt à une administration précoce. D'abord, si on revient sur l'étude vaste, rappelez-vous, hein, dans la population globale, pas d'effet sur la mortalité, mais dans le sous-groupe des patients les moins sévères, c'est-à-dire ceux qui recevaient moins de 15 microgrammes par minute de noradrénaline, eh bien, l'administration de vasopressine était associée à un signal vers une moindre mortalité. Deuxième argument, c'est une grande étude rétrospective, plus de 1000 patients en choc septique, assez récente. Et vous voyez que les auteurs ont regardé l'association qui existait entre le délai d'administration de la vasopressine et la mortalité des patients. Et il y avait une augmentation de près de 21% du risque de décès pour chaque augmentation de 10 microgrammes par minute de la dose de noradrénaline au moment où on débute la vasopressine. Quoi qu'il en soit, est-ce que vraiment considérer une dose fixe de vasopresseur pour débuter une seconde ligne, c'est un intérêt? Probablement pas, parce que cette dose fixe, quelle qu'elle soit, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va arriver au cours de l'évolution du choc septique. Et peut-être que dose fixe va vouloir vous dire administration très précoce de vasopressine et dans un autre cas, une administration beaucoup plus tardive de vasopressine. Ce qui est sûr, c'est que l'administrer très tardivement chez des patients très graves avec plein de défaillances d'organes, ça ne servirait à rien et on ne peut pas attendre un effet bénéfique chez ces patients-là. Et donc, finalement, dans quel délai? Bah, probablement précocement, pas en termes de timing, mais en termes de charge catécholaminergique. Alors, tout n'est pas réglé hein, dans la vasopressine, il y a encore beaucoup de questions en suspens, et c'est pour ça qu'il y a une étude qui a été menée, une enquête de pratique internationale qui a été menée par la section cardiovasculaire de l'ESIM. Il y a plus maintenant, grâce aux participants de chacun, plus de 2000 participants, et donc on est en train d'analyser les données. J'espère bientôt pouvoir vous montrer les résultats de cette enquête de pratique sur l'utilisation de la vasopressine à l'heure actuelle. Et puis pour finir, en une minute, et c'est un message qui, à mon sens, est très important, c'est on ne peut pas parler de seconde ligne de vasopresseur, que ce soit de la vasopressine, que ce soit de l'angiotensine 2, si on ne prend pas en compte les traitements adjuvants, et ça veut dire si on n'a pas déjà débuté les corticoïdes chez ces patients en choc septique. Pourquoi? Parce que les deux grands essais multicentriques sur la question, qui sont l'essai français Approche et l'effet Adrénal de Lanzix, ont certes retrouvé des effets différents en termes de mortalité de l'opothérapie substitutive chez les patients en choc septique, mais à la fois, ils ont montré un effet commun qui est pour moi le résultat le plus important de ces deux études et qui permet de les relier, c'est que les patients qui reçoivent de l'opothérapie substitutive ont une meilleure réponse aux vasopresseurs et peuvent être sevrés plus rapidement des catécholamines. Donc, en conclusion, comment faire face à un choc réfractaire? On ajoute de la vasopressine. Quand, jusqu'à présent, on ne sait pas. Les recommandations de 2021 de la Sharing Sepsis Campaign dit dès que la noradrénaline passe au-dessus de 0,25 gamma kilo-minute, je vous rappelle que c'est de la noradrénaline base. Et puis surtout, il faut également avoir mis le patient sous corticoïdes, l'opothérapie substitutive. Et là, le délai, c'est dès lors que ça fait plus de 4 heures dès lors que le patient est au-dessus de 0,25 gamma kilo par minute et que ça fait plus de 4 heures que la noradrénaline a été débutée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mathieu Josviac, pour cette super présentation. Et bien, comme dit précédemment, je propose que Bruno, tu continues à enchaîner avec les vasopresseurs de demain, la suite avec l'angiotensine, le bleu de méthylène, et puis on discute de tout ça à la fin de ta présentation. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous du coup. Donc, moi c'est Bruno et donc je travaille à Lille. Lille d'ailleurs que je vous encourage à venir découvrir notamment aux alentours du marché de Noël, ça peut être très sympa. Alors du coup, je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation et donc l'idée finalement comme ça a été un peu discuté précédemment, c'est de se dire pourquoi une vasoconstriction balancée. Donc, comme on l'a dit, la physiopathologie est multiple et ça semble finalement assez logique de venir jouer sur plusieurs voies de vasoconstriction. Donc, que ce soit la voie des catécholamines, de la vasopressine ou encore de l'angiotensine 2. Et effectivement, les effets délétères des catécholamines, notamment l'effet d'immunoparalysie et un effet qui est, donc même si on l'a déjà cité précédemment, en fait, c'est un effet qui est dose dépendant. C'est-à-dire que plus on va avoir des doses importantes de noradrénaline, au plus on va avoir un effet d'immunosuppression. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer de trouver d'autres voies, soit de vasoconstriction ou soit d'inhibition de la vasodilatation. Et donc, ces voies-là, en fait, il y a énormément de stratégies
possibles à l'heure actuelle et notamment des stratégies en développement qui sont finalement résumées dans cette revue de la littérature récente. L'idée est finalement de manière un peu arbitraire, c'est de choisir deux voies dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Donc une voie, c'est la voie du Hainaut avec notamment l'utilisation du bleu de méthylène et l'autre, peut-être un peu plus intéressante, c'est la voie du coup de l'angiotensine 2. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que le titre de ma présentation, c'est les vasopresseurs de demain. Mais finalement, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment des vasopresseurs récents, hein, puisque déjà dans les années 90, il était décrit des case reports sur l'utilisation du bleu de méthylène. Et alors, du coup, je remercie Christopher de m'avoir comparé à un rugbyman, mais moi, je suis plutôt orienté football. Et donc, l'idée dans cette étude française, en fait, c'était juste des case reports qui montraient que le bleu de méthylène permettait d'augmenter la pression artérielle sans avoir forcément d'effet sur la fonction cardiaque. Alors, ça a été également montré par une équipe bruxelloise où là également, ils montraient que la pression artérielle sur une quinzaine de malades, lorsqu'on perfusait du bleu de méthylène, permettait d'augmenter la pression artérielle de 60, moyenne de 60 vers 70. Et finalement, comment marche finalement, quel est le rationnel de se dire qu'on va éventuellement bloquer le NO? Au cours du choc septique, on va avoir une augmentation de la réponse pro-inflammatoire et notamment de l'expression de la hénosynthase inductible. Et cette hénosynthase inductible va produire du NO. Le NO va avoir plusieurs effets, va avoir un effet directement antibactérien et va également neutraliser l'espèce réactive de l'oxygène et va avoir cet effet vasodilatateur. Et donc, cet effet vasodilatateur sur le NO va venir jouer sur la GM cyclique et induire finalement un effet de vasodilatation. Et donc, si la vasoplégie fait partie de la physiopathologie du choc septique, si au plus les doses de noradrénaline sont importantes, l'une des idées, c'est de se dire on va bloquer le NO par des inhibiteurs pharmacologiques. Et donc, dans les années 2000, il y a eu cette idée de se dire on va développer des bloqueurs du NO dans l'idée finalement de réduire la vasoplégie, potentiellement améliorer le pronostic. Et en fait, malheureusement, là, ça a été la catastrophe puisque le blocage du vélo, donc non sélectif avec un inhibiteur pharmacologique, était associé dans cette étude au début des années 2000 à une augmentation de la mortalité. On avait 10% de mortalité en plus avec le blocage du NO par rapport au placebo. Et donc, l'ensemble de la littérature s'est dit, bon, là, arrêter finalement de bloquer le NO puisque ça pourrait éventuellement altérer la microcirculation. On serait incapable de vasodilater les territoires de la microcirculation. Ça bloquerait l'action antibactérienne du NO. Ça aurait également un effet sur le blocage des espèces réactives d'oxygène. Et donc, on va arrêter finalement ce développement du NO. Jusqu'à récemment où le bleu de méthylène est un peu revenu sur le devant de la scène puisque, à la différence finalement des inhibiteurs pharmacologiques décrits précédemment, le bleu de méthylène va inhiber la guanylate cyclase. Et en fait, la guanylate cyclase va permettre la production de GMP cyclique en réponse au NO. Et donc, si on vient bloquer avec le bleu de méthylène la guanylate cyclase, on va bloquer du coup la production de GMP cyclique et donc on va jouer sur la vasodilatation. Et l'étude principale récente qui a été qui a remis un peu au goût du jour ce bleu de méthylène, c'est une équipe sud-américaine hein, d'un groupe qui est plutôt connu puisque c'est le groupe qui a également développé l'étude Andromeda Shock. Et donc sur une petite étude quand même un peu moins de 100 malades monocentriques, ils ont administré 100 mg de bleu de méthylène une fois par jour pendant 3 jours sur une perfusion prolongée de 6 heures et se sont intéressés finalement aux effets hémodynamiques, notamment sur les doses de noradrénaline. Et donc, la perfusion de bleu de méthylène était associée à une diminution plus rapide et plus importante des doses de noradrénaline par rapport au placebo, et également un sevrage plus rapide de la noradrénaline avec l'utilisation du bleu de méthylène par rapport au placebo. Donc, un sevrage rapide en noradrénaline, mais pas uniquement. Également une réduction de la balance hydrosodée positive au 4e jour, avec 700 millilitres en moyenne en moins avec l'utilisation du bleu de méthylène par rapport au groupe contrôle. Une réduction également de la durée de séjour en réanimation et une réduction de la durée de séjour à l'hôpital, sans par contre de différence sur la mortalité, même si on pourrait éventuellement voir un petit signal ici, mais sur une étude malheureusement trop petite. Donc les limites, ça reste une étude monocentrique.
pas vraiment de différence de mortalité, pas de réel aveugle, puisque l'un des effets indésirables de ce traitement, bah, c'est la coloration vert-bleu des urines. Et donc, même si l'étude était aveugle, la majeure partie des patients, plus de 95% des patients, avaient une coloration des urines, et donc ça a potentiellement modifié la prise en charge de ces derniers. Et donc, c'est un traitement qui potentiellement sera à développer dans les années à venir pour voir si ça pourrait peut-être être utilisé. L'autre du coup traitement dont on voulait discuter ce soir, c'est l'angiotensine 2. Alors là aussi, le titre de ma présentation est un peu faussé, puisque l'angiotensine 2, déjà dans les années 60, c'était décrit dans la littérature, dans l'utilisation, dans la prise en charge des états de choc. Et l'angiotensine 2 avait donc le principal effet, c'était de se dire, bah, ça a un effet vasoconstricteur, ça a un effet presseur, et donc l'angiotensine 2 pouvait être utilisée dans la prise en charge des états de choc déjà dans les années 60. Et alors, me demandez pas pourquoi, mais des années 60 jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça a un peu disparu de la littérature. Les dernières années récentes, où l'angiotensine 2 est revenu à la mode avec le développement notamment de l'angiotensine 2 sur le plan pharmacologique, le diaprésam. Donc, pour rappel, l'angiotensine 2, ça provient donc de l'angiotensinogène qui est produite par le foie, qui, sous l'action de l'arénine, va produire l'angiotensine 1. Et cette angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et alors, que se passe-t-il au moment du choc septique? En fait, on sait qu'au moment du choc septique, l'ensemble du système rénine-angiotensine est activé. C'est-à-dire qu'on va avoir l'angiotensinogène qui va être augmenté. Cet angiotensinogène va être associé à une augmentation de la mortalité. On va avoir également la rénine plasmatique qui va être augmentée et qui, elle aussi, va pouvoir être associée à la mortalité. Et il y a une association linéaire entre les taux de rénine chez ces patients en choc septique et la mortalité. Il y a une augmentation des niveaux d'angiotensine 1, mais par contre, il n'y a pas d'augmentation des niveaux d'angiotensine 2. C'est-à-dire que cette augmentation d'angiotensine 1 n'est pas accompagnée d'une augmentation de l'angiotensine 2. Et donc, cette augmentation de l'angiotensine 1 sur l'angiotensine 2 induit du coup une augmentation du ratio. Et ce ratio a lui aussi été décrit dans la littérature comme étant associé à un excès de mortalité. Alors, quelles sont les explications très rapidement possibles d'un défaut finalement de cette élévation de l'angiotensine 2 alors que l'ensemble du système rénine-angiotensine est activé? L'une des explications, c'est de se dire qu'il y a un défaut de transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 par un défaut de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est une enzyme qui est essentiellement endothéliale au niveau pulmonaire, et si on a une dysfonction endothéliale, on serait du coup dans l'incapacité de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'autre hypothèse, c'est de se dire que cette angiotensine 2 va être dégradée par des peptidases, notamment la DPP3 ou l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2. Le tout, finalement, amenant au fait que l'ensemble du système rénine-angiotensine est activé, que toutes ces hormones sont associées au pronostic, mais qu'il y a un défaut finalement d'angiotensine 2 circulante. Et donc, le rationnel de se dire, on va administrer l'angiotensine 2 chez ces patients et éventuellement avoir des effets bénéfiques sur différents plans qui sont résumés sur cette diapositive et dont on va essayer de distinguer. Alors le premier effet, du coup, ça va être sur l'effet cardiovasculaire. Donc on l'a dit, c'était déjà finalement connu dans les années 60. L'angiotensin 2 a un effet vasoconstricteur et ça va monter la pression artérielle. Alors, lorsque le laboratoire, donc l'Ajola, qui est un laboratoire californien, a voulu développer ce médicament, ils sont allés voir les autorités américaines en disant, voilà, on veut développer ce médicament, quels sont un peu les prérequis? Et les autorités américaines leur ont dit, bah, montrez-nous que c'est un agent vasoconstricteur et que ça peut augmenter la pression artérielle chez les patients en état de choc. Et donc, ils ont pris à ce moment-là donc, des états de choc vasoplégiques qui avaient des besoins en noradrénaline assez importants, prolongés pendant plus de 6 heures, et les ont randomisés entre un groupe angiotensine 2 et l'autre groupe placebo. Et le critère de jugement principal, qui a pas mal été décrié, c'est de se dire, est-ce que l'administration finalement d'angiotensine 2 s'accompagne d'une élévation de la pression artérielle? Et donc forcément, l'administration d'un vasoconstricteur s'est accompagnée dans cette étude d'une augmentation des niveaux de pression artérielle par rapport au placebo, et en parallèle d'une diminution plus rapide des vasopresseurs qui étaient utilisés. Donc dans cette étude, il y avait l'adrénaline, mais il y avait également de la vasopressine. Et donc plus rapidement avec l'angiotensine 2 qu'avec le traitement placebo. Ce qui semble finalement assez logique. On va administrer un traitement vasoconstricteur
Et donc, on va du coup permettre de baisser plus rapidement les autres agents vasoconstricteurs dans le groupe angiotensine 2 par rapport au groupe placebo. Ça a permis, cette étude a permis finalement l'autorisation, d'une part, des autorités américaines de l'utilisation de l'angiotensine 2, chez les patients en choc vasoplégique, notamment aux États-Unis, et également 2 ans plus tard, de l'autorisation de mise sur le marché, des agences européennes, avec cependant la distinction, notamment aux États-Unis, qu'ils ont un accès beaucoup plus facile à cette drogue et à l'heure actuelle, malheureusement, en Europe, c'est pas encore trop le cas. Mais donc on l'a vu, un effet vasoconstricteur, ok, ça monte la pression artérielle, mais est-ce qu'il y a d'autres effets potentiellement intéressants? Et alors l'un des effets, c'est au niveau rénal. Parce que du coup, au moment du choc septique, lorsque vous avez un choc septique, vous avez au niveau rénal une augmentation du débit sanguin régional qui va être liée à une vasodilatation finalement de l'ensemble des territoires et on va avoir une augmentation de ce débit sanguin régional. Par contre, on va avoir également une vasodilatation de l'artère efférente et cette augmentation finalement de la vasodilatation au niveau artériolaire va induire une chute de la pression intraglomérulaire. Et donc, si vous avez une chute de la pression intraglomérulaire, ça va s'associer du coup à une chute du débit de filtration glomérulaire et donc à l'insuffisance rénale aiguë. Et le rationnel, c'est de se dire que si on vient utiliser de l'angiotensine 2, on va induire du coup une vasoconstriction au niveau du coup de cette artère efférente et par l'effet de vasoconstriction au niveau de cette artère, on va induire du coup une augmentation de la pression intraglomérulaire et donc améliorer le débit de filtration glomérulaire et donc améliorer l'insuffisance rénale aiguë de ces patients. Et donc dans cette étude qui en fait reprenait les patients de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Athos 3, donc l'étude angiotensine 2 versus placebo, ils se sont intéressés au devenir des patients qui étaient finalement les plus sévères au niveau rénal, les patients qui étaient dialysés à l'initiation de la drogue. Et lorsqu'ils se sont intéressés donc sur la centaine de malades qui étaient dialysés au moment de la randomisation, ils se sont rendus compte que les patients qui avaient été randomisés dans le groupe angiotensine 2 avaient une survie qui était plus importante que les patients qui étaient randomisés dans le groupe placebo, toujours dans cette idée de se dire que si on vasoconstricte l'artère efferente, on améliore la récupération rénale et on améliore potentiellement le pronostic de ces patients les plus sévères au niveau rénal. Ils se sont également intéressés aux patients qui avaient une activation la plus importante du système rénine-angiotensine. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont divisé leur population de l'étude entre les patients qui avaient des niveaux de rénine très élevés et les patients qui avaient des niveaux de rénine normale. Et dans le sous-groupe des patients qui avaient une activation majeure du système rénine-angiotensine, mais sans du coup angiotensine 2, donc cette activation était marquée par des niveaux de rénine très élevés, chez ces patients-là, les patients qui avaient reçu de l'angiotensine 2 avaient eux aussi une survie qui était plus importante par rapport aux patients qui avaient reçu un placebo. Et donc de se dire que chez les patients qui ont une altération du système rénine-angiotensine, qui ont une activation mais qui ne se transforment pas en angiotensine 2, potentiellement la perfusion d'angiotensine 2 permettrait d'améliorer leur pronostic. Il y a également du coup des effets au niveau du système immunitaire. Donc ça a été montré sur des modèles murins. Ça n'a pas encore été montré sur des modèles, enfin sur des études cliniques. Mais finalement, ça revient un peu ce qu'on disait également tout à l'heure avec les effets d'immunoparalysie de la noradrénaline. Et dans cette étude, ils ont comparé sur des souris l'utilisation d'angiotensine 2 à la noradrénaline en traitement de vasopresseur sur un modèle septique murin. Ils se sont intéressés à la carence bactérienne de ces souris, un au niveau des hémocultures et deux au niveau du péritoine, sur un modèle du coup de péritonite induite au laboratoire. Et l'utilisation finalement d'angiotensin 2 en comparaison avec la noradrénaline, en fait, était associée à une clairance bactérienne plus rapide au niveau des hémocultures et également au niveau du péritoine. Toujours dans cette idée de se dire que potentiellement la réaction pro-inflammatoire majeure de l'angiotensine 2 par rapport à la noradrénaline permettrait d'éliminer plus rapidement les bactéries au niveau sanguin et ou péritoine. Le dernier effet, c'est au niveau du coup pulmonaire. Là également, dans cette
sous-étude des patients qui avaient un ARDS, donc l'étude ATOS-3. Ils se sont intéressés aux patients, aux effets finalement sur l'oxygénation. Ils se sont aperçus que les patients qui avaient été randomisés par l'angiotensine 2 étaient associés à un P sur F plus important que les patients qui avaient été randomisés dans le groupe placebo, sans qu'on réellement très bien l'expliquer. Alors, l'une des hypothèses, c'est de se dire que comme l'enzyme de conversion de l'angiotensine est essentiellement une enzyme endothéliale pulmonaire, l'idée, c'est de dire qu'il y aurait des défauts d'angiotensine 2 au niveau de la circulation pulmonaire et que l'administration exogène d'angiotensine 2 permettrait d'améliorer l'oxygénation de ces patients. Alors finalement, ces études ont permis au laboratoire d'obtenir un avis favorable pardon, au remboursement par l'HS en début d'année 2024, avec l'espoir finalement que ces traitements puissent arriver finalement dans nos pratiques quotidiennes. Et à l'heure actuelle, le laboratoire recommande du coup l'utilisation de l'angiotensine 2 en commençant finalement à des posologies comme dans l'étude, donc 20 nanogrammes kilo minute, et le titrer toutes les 5 minutes finalement, comme tous les agents vasopresseurs, puisque c'est une demi-vie qui est vraiment très courte, jusqu'à des niveaux de doses à ne pas dépasser, donc 80 nanogrammes kilo minute sur les 3 premières heures, et sans dépasser une dose de maintenance de 40 nanogrammes kilo par minute. Alors, quels sont les patients qui pourraient éventuellement bénéficier de ce traitement? À l'heure actuelle, dans cette revue, on est suggéré que ce soit les patients finalement les plus sévères au niveau rénal ou les patients avec des niveaux de rénine très élevés, avec la réserve finalement que la rénine n'est pas forcément un dosage qui est facilement accessible en clinique et qu'à l'heure actuelle, ça semblerait plutôt les patients les plus sévères sur le plan rénal qui pourraient tirer un bénéfice de ce traitement par cet effet du coup vasoconstricteur au niveau de l'artère efférente. Mais il est malheureusement clair également que l'ensemble des études que je vous ai montrées sont des études post-hoc issues du coup de l'étude ATOS-3 avec du coup un niveau de preuve qui pour l'instant n'est pas suffisant. Il reste du coup pas mal d'études à faire. Et du coup, dans cette idée-là, on a déposé un projet de recherche dont on espère avoir le financement courant d'année 2024 sur le potentiel effet de l'angiotensine 2 chez les patients avec une insuffisance rénale aiguë, où on randomiserait les patients qui ont un état de choc avec une insuffisance rénale aiguë, avec un groupe angiotensin 2, dans le groupe de la noradrénaline, et s'intéresser finalement aux effets notamment rénaux à distance, à distance du coup de l'épisode aigu sur une vingtaine de centres en France. Et ça, on verra si on a la possibilité et la chance d'obtenir le financement. Donc, en conclusion, l'ensemble finalement oriente et pousse à une vasoconstriction balancée, dont on l'a dit au cours des présentations antérieures. La vasoconstriction balancée, ça permet d'avoir des intérêts, des bénéfices sur notamment, par exemple, la noradrénaline va avoir cet effet d'augmenter le retour veineux. Ça va permettre également d'améliorer la contractilité. La vasopressine pourrait réduire la dialyse. L'angiotensine 2 pourrait avoir également un effet au niveau rénal. Finalement, c'est dans l'idée d'essayer de phénotyper chacun de nos patients et de voir quel traitement vasopresseur. Est-ce que c'est un traitement avec une action inotrope qui sera plus intéressante qu'un traitement vasopresseur seul pour essayer d'individualiser les pratiques. Et puis après, il y a tout aussi une partie de la recherche qui est orientée vers l'inhibition de la vasodilatation par notamment le méthylène, mais il n'y a pas uniquement ça, dont on pourra éventuellement en discuter plus tardivement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno, pour ta présentation. C'était top. Je vais commencer à poser les questions qui étaient dans le chat. Donc, il y avait des questions sur la noradrénaline et ses effets sur l'arythmie.